Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Et une entreprise, elle se crée sur la pérennité et pas sur de la rapidité. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est un peu comme les vraies marques de luxe. Mais en fait, elles ont des centaines d'années. Et c'est leur pérennité, et c'est leur histoire, et c'est les phases qu'elles vivent qui va faire qu'elles ont cet impact-là, elles ont cette qualité-là, elles ont ce sens-là. Bonjour et bienvenue dans le podcast Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je reçois aujourd'hui Amélie Clergue. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Sarah, je suis ravie d'être ici. Et bonjour à tous. Je vais lire ta bio pour commencer, que je vais retrouver de ce pas. Donc toi, tu as un parcours de 10 ans au sein de grands groupes internationaux dans l'industrie du luxe. Tu as développé du coup une vision unique de l'expérience collaborateur dont tu vas nous parler. Tu as passé de la supply chain au commerce, tu as évolué au cœur d'environnements exigeants où la performance et la pression faisaient partie de ton quotidien. Tu as été porté par une quête de sens et finalement le besoin de réconcilier à la fois le bien-être personnel et la vie professionnelle, et tu as choisi de réorienter ta carrière. Et depuis 8 ans, tu es coach thérapeute et autrice de 2 ouvrages publiés aux éditions Jouvence. Et du coup, forte de tes formations Ayurveda, kinésiologie, coaching et thérapie énergétique, tu combines ces approches pour offrir une démarche holistique et sur mesure à chacun de tes clients. Tu interviens également en entreprise où tu sensibilises et formes sur des thématiques clés de l'expérience collaborateur, la santé mentale, la gestion du stress, l'alignement personnel et le leadership. Et ton parcours, marqué par des transitions audacieuses, tu vas nous en parler, incarne l'idée d'une carrière où finalement on peut tout à fait s'ajuster à nos aspirations profondes. C'est bien toi ? C'est ça. Alors, comment on se connaît ? J'aime bien mettre les auditeurs dans la confidence. En fait, moi, j'ai assisté à une table ronde sur la thématique de voyage vers l'âme. Je m'étais inscrite à cette conférence et tu faisais partie des invités avec un prêtre et un chirurgien esthétique. Bon, déjà, j'avais été assez bluffée avant d'y aller en me disant mais comment ils vont aborder cette thématique. J'étais assez curieuse et donc tu faisais partie des intervenants et j'avais trouvé ton intervention très intéressante. Et puis, nous avions échangé à la suite de ça et ça m'avait donné envie de t'inviter et ça s'est fait. Donc, merci pour ça. Merci à toi. On a un rituel dans Résonance, c'est de piocher une carte mystère. Je t'invite à la piocher. Une couleur vive. Exactement. La couleur de l'été. Oui, pour conjurer un peu le sort. Quoi qu'aujourd'hui, il fait plutôt beau. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 18 ans ? Amélie de 18 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Il y en aurait plusieurs, mais je pense que le premier, ce serait de moins se mettre la pression et de suivre sa joie. Ok. Je crois et de s'autoriser. Donc, on est dans le podcast de l'expérience collaborateur et j'ai envie de dire qu'il y a autant de définitions que d'invités. Donc, la définition d'Amélie Clergue, l'expérience collaborateur, pour toi, c'est quoi ? Alors, pour moi, l'expérience collaborateur, je le vois un peu comme un voyage. Comme un voyage du moment où le collaborateur rentre dans l'entreprise, toutes les étapes du voyage avec son évolution, avec ce qu'il peut faire à l'intérieur, au niveau professionnel, au niveau de sa vie à l'intérieur de l'entreprise et jusqu'à sa sortie. Donc c'est vraiment ce côté-là de comment les entreprises peuvent faire que ce voyage soit un voyage extraordinaire, un voyage unique et que le collaborateur n'ait pas envie qu'il finisse et a envie de continuer à voyager, à explorer et à avancer au sein de l'entreprise. Okay. Il y a même quelque chose au-delà de son départ, quelque chose de finalement que le collaborateur reste ambassadeur, que ce voyage dure un peu dans le temps, qu'il soit ou pas dans l'entreprise finalement. Oui. Pour moi, le collaborateur, en fait, tout collaborateur va s'inscrire dans l'histoire de l'entreprise à un moment T, et même quand il n'est plus, quelle est la trace qu'il laisse au sein de l'entreprise, comme quelle est la trace qu'on peut laisser au niveau du monde, et en même temps, quelle est la trace que je prends avec moi si je change d'entreprise, quelle est la culture que j'ai intégrée dans ces années-là, et comment ça teinte aussi ma façon de manager, ma façon d'accompagner les gens demain. Donc, je le disais, dans ta bio, toi, tu as 10 ans 15.
15 ans, pardon, dans un groupe français leader mondial de produits cosmétiques. Donc une entreprise avec un environnement, je l'ai dit, assez exigeant. Tu as une carrière brillante. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, en fait, de ton point de vue de l'expérience collaborateur, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de rester dans un groupe, dans un secteur, dans un groupe aussi longtemps? Alors je pense que c'est multifactoriel. Un des premiers points, c'est le sens. C'est d'être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise, avec ce que véhicule l'entreprise en tant qu'entreprise. Donc ça déjà, je pense que c'est clé. Et moi, j'étais vraiment dans mes 15 premières années dans cette recherche d'excellence, d'exigence, de performance. Et je me suis complètement épanouie dans ces entreprises qui avaient ces valeurs-là et qui me permettaient d'aller, de m'épanouir vraiment et de m'accomplir sur ces valeurs-là. Donc, il y a vraiment les valeurs. Il y a la deuxième chose qui est, je pense, la reconnaissance de l'humain au sein de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises, et dans le luxe, ça peut être le cas, où finalement, la marque est tellement forte que l'entreprise peut se dire, non mais en fait, déjà, de travailler pour cette marque-là, ça doit te suffire. Et pour moi, je sais que j'ai toujours eu besoin, que ce soit en tant que manager avec mes équipes ou en tant que collaborateur avec mes managers ou avec les équipes dans lesquelles j'étais, de me sentir qu'on était des êtres humains ensemble à collaborer à un projet commun. Et cette importance de dire on n'est pas un numéro ou on n'est pas au service d'une marque, mais on est des êtres humains à faire ce voyage ensemble, c'est quelque chose je pense, qui peut changer l'envie d'un collaborateur de rester ou pas. Et après, je pense aussi qu'il y a le fait de continuer à s'amuser et à célébrer ensemble. De dire, en fait, c'est pas que de l'effort, mais c'est aussi... c'est des moments d'effort et c'est des moments un peu de relâchement, c'est des moments de création, de cohésion. Et je sais que voilà, dans la première entreprise où je suis restée 10 ans, c'est quelque chose qui était très, très valorisé. Les célébrations, on a pu... il y a une époque, alors c'était il y a longtemps, mais tous les vendredis après-midi, quand on avait fait le chiffre, on célébrait ensemble. Il y avait vraiment des moments forts qui permettaient de créer des liens humains en dehors du travail et qui fait que, en fait, à l'époque, j'y passais vraiment beaucoup de temps. C'était un peu... J'avais 25-30 ans, donc c'était un peu ma vie. Mais c'était une vie que j'adorais parce que ça me nourrissait à la fois intellectuellement, à la fois au niveau humain. On célébrait. Et ça, je pense que c'est un ingrédient de célébrer ensemble les victoires et de ne pas être que à pointer du doigt qu'est-ce qui ne va pas, les échecs, où aller. Donc ça, je pense que c'est un ingrédient qui participe à l'expérience collaborateur. Je pense aussi que la stimulation intellectuelle, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai besoin d'être nourrie, j'ai besoin d'être avec des gens qui m'apprennent des choses qui sont brillants à mes yeux, en tout cas, et qui font que je me sens grandir en tant qu'être humain, et où je me sens apporter aussi à d'autres. Là, j'entends, sur ce dernier point, il y a à la fois quoi? C'était une forme de mentoring ou des formations que le groupe que t'a permis de suivre. Ça se manifestait comment, du coup, pour te nourrir? Alors, il y avait pas mal de formations et c'est vrai que ça participe, en tout cas, à ouvrir un champ des possibles ou à ouvrir des champs qu'on n'a pas... Moi, mes premières formations de coaching, je les ai faites, j'avais 25 ans. Parce que, quelque part, déjà, le développement humain, la transformation humaine, c'était ma passion. Et de me dire, en fait, déjà, entre une formation technique et une formation de PNL, en fait, c'était très clair. Et donc, j'ai développé... Programmation neurolinguistique. Oui. Merci. Pour le jargon, il faut qu'on fasse attention parce que tout le monde ne connaît pas. Et donc, en fait, j'ai découvert ma passion sur l'humain et aussi parce que l'entreprise m'a ouvert cette possibilité-là. Et j'ai pu l'expérimenter. Donc ça, c'était une première chose. Après, il y a aussi... en fait, j'ai eu la chance d'évoluer vraiment dans un environnement avec des gens qui étaient brillants, que j'estimais et que je respectais vraiment à la fois pour leurs compétences techniques, pour leurs compétences humaines de management, et qui
Alors, tu parles de mentorat. À l'époque, on n'en parlait pas. On pourrait dire que oui, c'est une forme de mentorat, mais presque inconscient. Et de dire que d'évoluer dans un environnement global où tout le monde se tire vers le haut, ça, c'était quelque chose d'extrêmement stimulant et c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie, qui a fait que je suis restée 10 ans dans la même entreprise. Et que j'ai, même après, cherché. À retrouver. À retrouver, exactement. Et que je cherche encore à retrouver, tu vois, cette stimulation intellectuelle et me mettre avec... alors maintenant, même si je suis à mon compte, mais avec d'autres entrepreneurs, d'être dans cette stimulation, cet enrichissement de la multiplicité des compétences et de se dire que finalement, en fait, les pépites des autres, en fait, à plusieurs, on avance plus vite et plus loin. Je trouvais que c'était assez innovant, ce dont tu parles, c'est-à-dire ouvrir un catalogue de formations au-delà de formations techniques que tu évoquais, d'ouvrir sur la programmation neurolinguistique, en tout cas quelque chose autour du développement quand même personnel, mais qui évidemment te permet de te développer aussi professionnellement. Je trouvais que c'était assez innovant et... Oui, c'est vrai que c'était assez innovant. C'est des choses qui n'étaient pas forcément au catalogue que moi, je faisais créer. D'accord. Donc, il y avait une partie où... Pardon. Où j'allais chercher quelque part où j'avais demandé certaines choses et voilà. Et finalement, j'avais des RH qui étaient très ouverts parce que j'ai eu des réponses positives. Après, j'étais vraiment... parce que là, si on se remet, on est dans les années 2007, de 2007 à 2012 à peu près. Et en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais était de dire, en fait, il y a des managers qui managent pas forcément de façon très humaine ou avec des anciens codes de management. Il y a cette nouvelle génération de managers dans laquelle j'étais. Et se dire, en fait, vous êtes un peu la génération un peu tampon. Donc, on vous forme à la fois à pouvoir apprendre à manager vos managers et à être résilient face à un management qui peut être très dans la performance, très dur, etc. Et en même temps, à avoir les codes de management pour vraiment bien manager vos équipes et mettre cet humain au sein de l'entreprise. Et donc c'était vraiment dit, je me rappelle ma toute première formation de management, j'avais 25 ans, parce que j'ai eu ma première équipe à 25 ans. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils nous avaient dit. Et moi, ça m'avait vachement interpellée de me dire, ah oui, en fait, donc il y a aussi cette mission-là de notre génération de managers, de dire, OK, on va encore plus être formés pour bien faire avec nos équipes et aussi apprendre à manager par le haut aussi, parce qu'on manage autant son manager qu'il nous manage. C'est un peu comme avec nos enfants. On les élève autant qu'ils nous élèvent. Mais donc voilà. Donc, et sur ça, c'est une entreprise que j'ai adoré mes 10 ans. Et c'est vrai que c'était... en fait, l'humain était quand même si c'était beaucoup l'excellence, la performance, mais l'humain était tout aussi important que le reste. Et c'est cet équilibre qui fait que j'ai pu y rester aussi longtemps en étant épanouie, en étant heureuse. En tout cas, j'aime bien cette idée d'être aussi acteur de son destin professionnel. Quand tu dis, c'était pas nécessairement au catalogue de formation, mais moi, ça m'intéressait et je l'ai proposé. On pouvait me dire oui, on pouvait me dire non, peu importe. Mais en tout cas, je l'ai fait. Et le fait qu'il y ait des gens comme toi, là, c'était dans un très gros groupe. Quelqu'un aurait pu se dire, c'est même pas la peine. Il y a des codes, il y a des processus. Il n'est pas dans la case XYZ, ça va pas marcher. Mais toi, tu as osé. Et finalement, ça a été possible. Ça a été possible. Et même, je pense qu'après, ça a été mis au catalogue pour les autres. Voilà, il faut toujours quelqu'un qui ose, exactement. Alors qui sort du cadre, qui ose, et ça permet effectivement à d'autres d'en profiter. Donc, je trouve que c'est hyper enthousiasmant et motivant. Dans ton parcours, tu le disais là, tu as occupé des postes à responsabilité. Avec le recul, pour toi, c'est quoi les éléments qui font quand même qu'un collaborateur peut se sentir déconnecté de son entreprise, malgré une réussite professionnelle visible et un épanouissement réel? Alors, c'est pareil, il y a plusieurs choses et ça dépend des entreprises, mais je pense que être en adéquation avec ses valeurs... En fait, pour moi, le lien avec l'entreprise, c'est comme un lien d'amitié ou un lien dans un couple. C'est-à-dire que tant que les valeurs intrinsèques des deux personnes sont communes,
et qu'il y a un socle commun, en fait, ça peut aller très loin. À partir du moment où ça commence à être un peu désaligné, ça commence à être moins sur les mêmes valeurs parce que une entreprise va prendre plutôt un chemin et puis le collaborateur, on change. Entre celle que j'étais quand j'ai démarré, j'avais 23 ans et quand je suis sortie de l'entreprise, j'en avais 35. En tout cas, quand je suis partie de celle-là, j'en avais 33, il y a eu 10 ans. J'étais pas du tout la même femme. Donc, je pense que les valeurs de famille, les valeurs d'équilibre perso-pro, les valeurs de est-ce que finalement aussi les personnes qui ont 10 ans de plus que moi, j'ai toujours envie de leur ressembler et est-ce qu'elles m'inspirent toujours autant et j'ai envie d'avoir la vie qu'elles ont. Quand j'avais 23 ans, les gens de 33 ans, je voulais leur vie et je l'ai eu. Quand j'avais 33 ans, les gens de 43 ou 45 ou peu importe, la vie qu'ils avaient, ce que ça pouvait créer avec leur famille, avec leurs enfants, donc c'est vraiment une autre étape de vie, je m'identifiais beaucoup moins. Tu as des exemples un peu concrets de choses auxquelles justement, tu n'avais pas vraiment envie de te connecter? En tout cas, tu te disais, moi, je ne me projette pas dans 10 ans comme ça. Ce n'est pas vraiment la vie que j'ai envie de mener. Soit professionnellement ou personnellement. J'ai eu deux moments qui sont vraiment clés. Une discussion avec quelqu'un une directrice dans notre service avec qui je m'entendais très bien et qui avait 7-8 ans de plus que moi. Et c'était vraiment une discussion off et elle m'avait dit, donc elle avait un enfant, et elle m'avait dit, en fait l'entreprise aura le deuxième enfant que je n'aurai jamais. Et ça avait vraiment été un électrochoc. C'est que finalement, parce qu'on peut être porté par ce tunnel, et vraiment à l'époque, c'était enthousiasmant, il y avait vraiment beaucoup de choses, de perspectives, d'évolution. Moi, j'ai pu changer de poste quasiment tous les 2 ans. Enfin, j'étais vraiment accompagnée dans ça et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Mais se dire, OK, finalement, en fait, il y a une temporalité, surtout pour une femme, qui est que à continuer trop longtemps là-dedans, est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me retourner et de me dire, en fait, je regrette. Et vraiment, cette discussion m'a fait un électrochoc de me dire, waouh, en fait, je ne veux pas de regrets dans ma vie. Faire des erreurs et apprendre, oui, comme tout le monde, mais en tout cas, le regret, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et me dire, on peut se faire avoir presque tout seul parce qu'on se laisse porter et c'est notre responsabilité, bien sûr. Mais donc ça a été un premier électrochoc. Et après, dire que finalement, en tout cas, la vie de famille que je voulais, avec le rythme, avec à l'époque, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas tout ça, hein, donc c'était il y a 15 ans. On a l'impression que c'était un siècle, pas du tout. Mais c'était quand même il y a 15 ans. Je me disais, en fait, je ne veux pas que mes enfants soient élevés par quelqu'un d'autre, que je ne les vois pas, que je me rende compte que peut-être ils ont des problèmes de santé au bout de 2-3 ans, ce qui était aussi le cas d'une personne avec qui je travaillais. Donc, c'est des choses comme ça où je me suis dit, en fait, ça, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a eu ça. Donc, c'est vraiment tu vois, en termes de valeur, en termes de sens, me dire, OK, il y avait aussi le fait qu'à un moment donné, la reconnaissance pour tout ce que je donnais, dans ma perception à l'époque, bien sûr, il y a eu un peu un côté de... en fait, je ne me sens pas suffisamment reconnue, ou la reconnaissance pas à tous les niveaux, notamment au niveau financier sur une année où j'ai pu avoir un peu de frustration qui fait que on se dit, où je me suis dit, OK, donc en fait, je vais aller voir ailleurs. Donc, je vais ouvrir vers l'extérieur, un peu sur un coup de sang ou un coup de colère sur un moment que j'avais déjà fait. Et je trouve que c'est toujours sain d'aller voir ailleurs parce que parfois, on se dit, en fait, je suis très bien où je suis et ça me permet d'être encore plus alignée où je suis. Et donc, je l'ai toujours pas beaucoup fait, mais fait à plusieurs moments. Et ce moment-là, en fait, où je l'ai fait, en fait, j'ai été chassée par une autre entreprise. Et je commençais à sentir qu'il y avait du désalignement, je me sentais plus complètement en phase, je commençais à râler, à être moins en joie. La joie, c'est vraiment un indicateur pour moi qu'on est sur sa raison d'être, on est sur sa mission de vie et on est au bon endroit.
Donc, ça devenait plus un travail qu'une envie d'aller travailler le matin. Et tout ça faisait que, ayant été chassée et voilà, avec une opportunité qui était hyper chouette, je me dis, ça va changer, c'est peut-être... Et donc, en fait, là, aujourd'hui, je le sais, c'est que ce désalignement était bien plus profond que juste l'entreprise, mais j'avais besoin de partir pour me dire, OK, en changeant d'entreprise, ça va être ça. Puis après, j'ai changé de métier. Et puis, OK, donc en changeant de métier, non, c'est toujours pas ça. Mon alignement est toujours pas là. OK, donc c'est plus profond que ça. Donc en fait, dans tout ce cheminement, j'ai eu toutes ces étapes-là aussi qui ont fait ça. C'est intéressant parce que je trouve que l'expérience collaborateur, elle est aussi liée à ton expérience personnelle. Parce que là, tu l'évoques, des questions d'enfant, ça ne regarde pas l'entreprise. Non. Mais le fait que toi, tu aies tes propres motivations personnelles, ça influe sur l'expérience collaborateur que tu as envie de vivre. Et donc, les employeurs se rendent compte qu'il y a aussi tout ce champ de l'invisible auquel ils n'ont pas forcément accès et qui ne les concerne pas directement. Mais pour autant, ça influence les décisions. Qui influence les décisions. Donc, je trouve que c'est majeur et c'est multifactoriel souvent, mais je trouve que c'est majeur. Ensuite, du coup, tu fais ce changement. Donc, je comprends que plus d'alignement et moins en joie d'aller travailler. Donc là, tu passes du statut de salarié, du coup, à celui d'indépendant. Est-ce que tu te souviens, tu vas peut-être vouloir préciser quelque chose, mais tu te souviens du déclic, le truc de la bascule, parce que c'est un changement quand même énorme pour quelqu'un qui a été salarié depuis toujours. Depuis qu'il a commencé à travailler. On est d'accord. Avec aucun exemple d'entrepreneur autour de moi en plus. Donc, en fait, le déclic s'est fait vraiment. Donc, j'ai eu 10 ans dans une entreprise. Après, j'ai changé, j'ai passé 5 ans dans une autre. Et après, 1 an dans une troisième. Toujours industrie du luxe. Toujours industrie du luxe ou de la mode et du sélectif. Et quelque part, donc, en fait, le premier, donc, ce désalignement, là, je l'ai expliqué, de dire, OK, donc je vais dans une autre entreprise parce que c'est peut-être, j'en ai marre de cette entreprise et j'ai besoin de changer. Ça fait 10 ans, c'est un cycle. Et puis, j'arrive et puis, voilà, l'alignement n'est pas forcément là non plus. Et le premier déclic, c'est ma première grossesse. En fait, mon premier congé maternité. Tout simplement parce que, en fait, ça fait une pause. Et que, quelque part, j'étais dans cette autoroute que je m'étais construite, que je voulais, et où finalement, je me posais pas trop de questions parce que je réussissais, parce que, OK, j'avançais, les choses arrivaient, et puis c'était chouette, et puis on continuait, et puis je m'épanouissais. Donc, et là, en fait, en congé maternité, les femmes qui ont des enfants ont cette chance d'avoir une pause vraiment complète. Et donc là, cette pause, ça a été les premières graines de « OK, est-ce que ça fait du sens pour moi, avec la maternité en plus, ce que je fais ?» Et de prendre conscience que, finalement, en effet, ce n'était pas une question forcément d'entreprise, mais peut-être de métier. Donc là, je me suis dit « OK, j'ai envie de changer de métier. » Ce que j'avais déjà fait dans ma première entreprise, mais j'ai rechangé de métier. Et puis là, je me rendais compte que c'était pas forcément le métier non plus. Là, il y a eu plein de choses où une expérience collaborateur, où moi, en tant que collaboratrice, ça a été compliqué, parce que je suis arrivée sur une création de poste avec 2 personnes en dessous, qu'en très peu de temps, il y a eu des événements, bref, on a réduit les budgets, je me suis retrouvée seule sur mon poste. Donc c'était un poste qui était à la fois de senior, mais de junior aussi, avec un métier qui était nouveau pour moi. Et je sentais bien que, en fait, ça aurait été beaucoup plus rentable pour l'entreprise d'avoir un junior qui faisait beaucoup plus d'horaires qu'une jeune maman qui partait pour récupérer son enfant et la nounou le soir, et qui en plus n'avait pas forcément envie de mettre les mains dans le cambouis comme une jeune qui voulait tout prouver. Et donc là, j'ai eu une expérience qui a été où je sentais que ma vision de manager savait que, OK, si j'avais été mon boss, j'aurais aimé que la personne parte. Et je voyais que c'était ça qui était en train de se passer, donc avec tout l'inconfort que ça a été. Et donc de me dire, OK, donc qu'est-ce que je fais et de me dire, en fait, ça ne me va pas de la façon dont c'est fait. Parce que ça n'a pas été fait de façon très, très transparente ou élégante. C'était fait avec beaucoup de pression, donc, que je savais tenir, donc j'ai tenu la pression. Donc en fait, c'était un jeu un peu de dupe. Et quelque part... Dans cette partie-là, moi, je voulais un deuxième enfant et je me suis dit, en fait, je tiens jusqu'à mon deuxième enfant et puis on verra après.
Et donc là, il y a eu la deuxième grossesse qui a été très transformatrice parce que j'ai une grossesse compliquée et où j'ai été alitée toute la grossesse, donc j'étais en arrêt toute la grossesse. Et quelque part dans cette quête de sens, parce que c'est vraiment ça, c'est que plus ça allait, plus je me disais, mais en fait, je passe des journées entières à faire ça pour ça. Et en fait, surtout là, j'étais dans l'ultra luxe. Waouh. Enfin, en fait, vraiment, ce besoin de sens, c'est vraiment ce qui a été le fil rouge de tout. Et donc, deuxième grossesse, me dire, en fait, je vais me former à autre chose. Je vais me former et je vais utiliser le fait d'être alitée parce que je suis plutôt hyperactive. Donc, au bout d'une semaine à regarder des séries, j'étais très contente les 3 premiers jours. Au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. Et donc, je me suis formée à l'Ayurveda. Donc, je me dis... Et en fait, je me suis vraiment formée pour me dire, je me forme pour moi, pour ma famille. Et puis, on verra bien. Et puis, finalement, plus c'est allé, plus je me suis dit, mais en fait, j'aimerais bien accompagner. J'aimerais bien accompagner les gens à avoir plus d'énergie, à être moins malade, à être moins stressé, à mieux supporter leurs émotions. Parce que quand on est très sensible ou hypersensible, vivre dans des environnements qui sont très stressants, avec beaucoup de pression, avec des enjeux politiques, en fait, on n'est pas formé à ça. Et donc, j'ai commencé à vouloir faire ça. Et donc, je me suis formée à ce moment-là. Je me suis formée et en même temps, c'était quand même compliqué de passer le pas. Et donc, je me suis dit, avant de reprendre, donc là, j'ai été chassée par une autre entreprise et je me suis dit, en fait, avant de démarrer, à la fin de mon deuxième congé mat, je veux avoir créé ma structure, je veux avoir créé quelque part mon entreprise, mon premier site internet et commencer, puis on va faire confiance à la vie et on verra bien. Et donc, j'ai démarré mon retour de deuxième congé mat avec une nouvelle entreprise, une grosse équipe et des consultations à côté, qui étaient par Skype à l'époque parce que Zoom n'existait pas. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte que en fait, je faisais ma journée, une grosse journée de 10 heures. Je rentrais à 8 heures chez moi. Je passais une demi-heure avec mes filles parce que c'est petite, donc après, elles dormaient. Je dînais avec mon mari. Et en fait, je faisais des consultations de 9h30 à 10h30 le soir. Et je me rendais compte que, en fait, à la fin de mes consultations, j'avais beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de joie. Mais en fait, j'avais du mal à m'endormir, alors que je rentrais de ma journée, j'étais fatiguée. Tu faisais quoi comme métier ton métier là, là, j'étais adjointe de la planification commerciale et logistique monde. Donc voilà. Et donc j'avais, c'était le lien entre les filiales et les zones et les usines. Et donc j'avais une équipe qui était sur l'usine, une équipe qui était à Paris au siège. Et donc j'étais vraiment dans de l'organisation, etc. C'était une belle expérience parce que l'équipe était chouette, parce que mon manager était un ancien de première entreprise et donc on avait les mêmes valeurs. Donc là-dessus, on se retrouvait pas mal. Mais moi, j'avais tellement changé que finalement, j'ai vu ce démarrage en parallèle qui a fait que donc j'ai démarré fin août et dans les moments de déclic, j'ai eu les vacances de la Toussaint. Ou aux vacances de la Toussaint, ça faisait 2 mois que je faisais un peu les deux en parallèle. Et après, j'avais pas du monde tous les soirs non plus. Hein. Mais, et où je savais au fond de moi que j'allais basculer. Okay. La seule chose que je ne savais pas, c'était le quand. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec mon mari et lui dire non, mais en fait, c'est sûr. C'est sûr parce que je vois ce que ça me fait quand je fais ça. Je vois que j'ai des résultats sur les gens. Je vois que les gens reviennent. Donc, en fait, j'ai vraiment testé les choses. Et derrière, et mon mari me dit OK, je dis tu vois ça quand? Et il me dit quand les filles seront à l'école. Et donc, ma deuxième avait même pas 1 an. Et là, je fais et donc, en fait, j'ai vraiment mon corps qui fait c'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Ça va être quand l'aîné va être à l'école, ce qui était le septembre d'après. Et donc là, je me suis dit, OK, donc là, il y a une histoire de phasage aussi. Et donc, c'était bien parce que ça m'a permis vraiment de laisser le temps. Et donc, je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment expérimenter parce que accompagner les gens dans une autre structure, dans une autre posture, c'est aussi accompagner des gens qui vont pas bien. Parce que les gens qui vont bien, en fait, ils vont pas avoir un coach, ils vont pas avoir... c'est des gens qui ont... Enfin, c'est pas qu'ils vont pas bien, mais c'est qu'ils ont des moments de difficulté ou des challenges où ils ont besoin d'aide. Et donc, me dire, finalement, est-ce que je suis prête à passer mes journées avec des gens qui ont des challenges, qui ont besoin d'aide. Et donc ça, je l'ai expérimenté. Donc, j'ai pris un cabinet après tous les samedis.
Et donc, ça m'a pu expérimenter en vrai, de recevoir des gens à un cabinet. Et puis, j'ai annoncé, voilà, au mois de février ou mars, je ne sais plus, à mon entreprise que, en fait, je finissais l'année parce que, voilà, et que je le lançais dans autre chose. Donc, ça s'est vraiment fait par plein de petites graines, par vraiment une expérimentation qui m'a permis d'être extrêmement solide sur mon choix et de me dire... Ok, c'est un saut dans l'inconnu, mais c'est un saut où j'ai un parachute et je l'ai vérifié à tous les niveaux que je pouvais faire. Donc, c'est ok, je saute. Ok. Ça m'intéresse parce que dans les entreprises, j'entends quand même pas mal de gens, même de mes connaissances, quand il y a des turbulences dans leur boîte. J'entends souvent, je vais monter ma boîte. J'entends beaucoup, beaucoup ça en ce moment. Donc, je trouvais intéressant d'ailleurs ton intervention parce que c'est vraiment, je trouve, d'actualité. C'est vraiment une tendance. Depuis le Covid, énormément. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant. Donc, c'est une des options. Les gens se disent, bon, je vais prendre une rupture et puis je vais monter ma boîte. Moi, ça m'intéresserait de savoir justement comment on se prépare à ce statut. Qu'est-ce qui te paraît un peu essentiel à la fois sur le plan pro, alors tu l'as un peu dit déjà, perso, financier, parce que je quitte ma boîte très bien. Les ruptures, ça dure, mais ça dure pas éternellement. On est d'accord. L'escarcelle. Donc, comment on se prépare à ça? Alors, juste pour sortir de l'illusion, tu vois, parfois... Exactement. La première chose à faire, pour moi, c'est sortir du fantasme. Mais il y a un double fantasme. Il y a le fantasme de... je vais être à mon compte, je vais être libre, je vais faire ce que je veux, je prends des vacances quand je veux. D'accord, on ne pense pas forcément qu'on n'est pas payé pendant nos vacances. Donc ça, il y a vraiment aller chercher ce fantasme-là. Y aller, mais pour moi, la première chose à faire, c'est aller sortir rééquilibrer mes perceptions de ce que je suis en train de vivre. Parce que l'être humain a tendance à... Dès qu'il commence à être un peu polarisé, je vois que, non mais en fait, être à son compte, c'est génial. Donc, je vais voir tout le côté positif d'être à son compte. Et je vais maintenant voir tout ce je ne supporte plus dans mon job. Et j'oublie même tout ce que j'adorais qui est toujours là. On est dans le biais de confirmation. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment aller voir, est-ce que finalement, mon mal-être, il est conjoncturel et je peux peut-être, en travaillant sur moi, faire que finalement, en fait, en fait, c'est pas dans ces conditions-là, mais j'ai envie de rester dans cette entreprise. Et toi, tu en es un très bon modèle, tu vois. De dire, OK, il y a quelque chose qui va pas. Et je le vois. Et après, il y a regarder l'illusion de demain commencer. Dans cette première partie, ça va permettre, et pour moi, c'est vraiment la base, parce que ça va permettre de ne pas avoir de regrets. De se dire, OK, parce que il va y avoir des challenges de l'autre côté. Mais quand on est vraiment sûr que, et moi c'était vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, mon besoin de sens, il ne pouvait pas se faire dans l'entreprise à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup plus ouvertes, et tu en es le parfait exemple, à aller remettre du sens, à accompagner les collaborateurs différemment au sein de l'entreprise. Mais moi, c'était pas possible à ce moment-là, ou en tout cas, j'ai pas su créer les choses. Peut-être que c'était possible, mais j'ai pas su le créer. Et donc, j'étais convaincue de ça. La deuxième chose, c'est, je vais le faire un peu dans l'ordre, c'est aller voir sa vision. Ok, qu'est-ce que je veux faire et travailler son pourquoi. Pourquoi je veux le faire. Quand on est aligné à son pourquoi, c'est là où on va être capable de sortir de cette illusion de ça va être mieux demain. Et pour moi, on est aligné à son grand pourquoi quand on est prêt à embrasser autant les challenges, les inconforts, que le côté positif de demain. Et le pourquoi, ça rejoint aussi le sens, tu vois. Bien sûr. Donc, quelque part, de se dire, OK, est-ce que je suis prête à prendre le risque que peut-être que si ça ne marche pas, je vais revenir en entreprise. Parce que moi, je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce que je vais prendre le risque que peut-être que je vais moins gagner d'argent ? Peut-être qu'il y aura des périodes qui vont être inconfortables où je vais me sentir en insécurité parce qu'il se passe le Covid et que en fait, tout ferme d'un coup. Tu vois ? J'entends que c'est une expérience vécue. Donc, voilà. Que demain, aujourd'hui, il y a le télétravail. Donc, c'est vrai que les gens, c'est plus facile de prendre sur leur temps de travail pour se voir. Mais moi, quand j'ai commencé, en fait, ça n'existait pas. Donc, en fait, c'est travailler le soir, c'est travailler tous les samedis. Quand mes filles étaient petites. Est-ce que j'étais prête à ça ?
Donc, tu vois, c'est vraiment aller embrasser la totalité des choses et pas rester dans une perception qui est un fantasme d'une fausse réalité. Donc, ça peut aussi aller expérimenter, aller échanger avec des professionnels qui l'ont fait, avec des gens en disant « Ok, c'est quoi votre quotidien ?» Moi, j'ai vraiment commencé en étant thérapeute et de dire « Ok, mais en fait, ça veut dire quoi ? Voir des gens qui vont mal, qui sont malades, qui sont... mais qui vont... Enfin, c'est pas qu'ils vont pas bien, c'est qu'ils sont souffrants. Et est-ce que je suis suffisamment solide pour accompagner ça la journée et avoir l'énergie et être bien pour ma famille le soir ? Parce que si je pars d'une entreprise où je suis pas suffisamment alignée pour finalement être cramée tous les soirs, et en fait, c'est pas OK. Donc, il y a des moments où ça a été un peu ça, où je suis allée aussi dans le trop et où je me suis dit, non, mais en fait non, j'ai pas quitté ça pour me retrouver dans un autre corner qui est d'une autre couleur, mais qui est exactement le même. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important d'aller voir quelle est la réalité quotidienne. D'accord ? Parce que ça veut dire aussi faire de la compta, alors que je connais personne qui aime cette partie-là. Les contrôleurs de gestion adorent. Oui, mais dans les entrepreneurs, je veux dire, dans les coachs ou les thérapeutes que je connais, c'est vraiment pas notre zone de génie et c'est vraiment pas ce qu'on préfère. Mais en fait, ça fait partie du job. Donc en fait, est-ce qu'on est prêt à ça ? Donc il y a vraiment ça. Et déjà, si on sort des deux fantasmes, si on est vraiment aligné sur son pourquoi on fait les choses, on va être plus à même de dire « Ok ». Je pense qu'il y a un autre conseil que je donnerais, c'est de prendre le temps. Parce que le temps va à la fois sécuriser la vision, le pourquoi, va aussi préparer l'entourage, parce que c'est souvent des switches qu'on ne fait pas seul et que, en fait, alors pour les gens qui sont seuls, il y a des avantages et des inconvénients comme partout, hein, mais si on est en couple, alors avec ou sans enfant, peu importe, mais c'est aussi un projet de couple. Et donc, c'est faire que l'autre personne soit dans un timing qui soit commun aux deux et qui soit pas et que ça stresse pas l'autre parce que ça peut créer de l'insécurité chez l'autre aussi. Donc, le temps va permettre tout ça, va permettre vraiment de lisser les choses et va permettre d'acquérir une confiance en soi dans son projet qui va être indispensable dans les moments de difficulté, parce qu'il y en a. Et surtout au début, parce que surtout au début où on est... au début, on est en train de tout créer, donc le doute va s'immiscer hyper vite dès que le moindre truc va pas bien se passer. Et donc, en fait, la solidité de la confiance est d'autant plus importante que le doute va être fort au début. Et donc, de prendre le temps de mûrir les choses, de se dire, OK, moi, je sais que ça m'a aussi permis de mieux profiter de mes derniers mois en entreprise. Parce que je me dis, mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est les derniers moments que je peux faire ça. Donc, j'ai envie d'en profiter à fond, parce qu'il y a plein de côtés positifs et je les connais. Et donc, je veux en profiter. Et en même temps, je suis complètement prête à arrêter, parce que je suis sûre de ce switch. Toi, tu as eu la chance, du coup, c'est ce que tu disais, ton cabinet a tout de suite été plein, donc très bien. Et malgré tout, et aussi par rapport à ton expérience en développement personnel, la régulation de ton énergie, tu as quand même frôlé le burn-out. Alors que sur le papier, du coup, tu étais dans une situation de rêve. Sur le papier, tu faisais le métier que tu aimais, tu étais payé pour le faire, tu avais plein de clients. Qu'est-ce qui fait que quand même, tu as frôlé cette zone de danger ? Alors, pour moi, il y a deux moments. Alors, je l'ai frôlé plus à un moment sur les deux, mais il y a quand même deux moments. Et je pense que tous les entrepreneurs ou tous les gens qui se lancent dans un projet de cœur risquent d'avoir les deux moments. Et qui peuvent les deux amener au burn-out. Le premier moment, c'est je suis tellement passionnée, je suis tellement animée par ce que je fais, que je ne vois pas mes propres limites humaines, physiologiques, de fatigue. Donc, je veux plus et ça fonctionne et c'est génial. Mais en fait, je fonctionne à l'adrénaline, sur les surrénales, et en fait, j'épuise mon corps petit à petit parce que, en fait, on n'est pas dans une posture qui est très ajustée, on est dans de l'excitation. Et quand on est en excitation, il y a forcément un moment donné où on se brûle un peu. Donc là, c'est vraiment se dire, rester dans l'enthousiasme sans basculer dans l'excitation et se dire, OK, et là, pour ça, c'est l'équilibre perso-pro. Se dire, OK, c'est pourquoi j'ai fait ce changement-là et revenir à ça. Et se dire que, OK, parce qu'on peut avoir une envie à un moment donné de
de dire, mais en fait, j'ai pas assez de temps pour voir tout le monde. Moi, j'ai de l'attente à mon cabinet ou dans mes coachings. Et se dire, en fait, j'ai eu une période où j'ouvrais plus de créneaux. Comme ça, je pouvais aider plus de gens. Et donc, être encore plus dans ma mission. Oui, mais sauf qu'en fait, petit à petit, en fait, je finissais épuisée. Donc, ou plus disponible le week-end pour ma famille et mes enfants, tu vois, et mon mari, comme ce que je voulais au départ. Donc là, il y a vraiment un écueil sur lequel il faut faire attention, sur le trop, parce que trop d'excitation et trop de sens et en fait, avec une notion pareille on est dans le trop quand on ne voit pas la temporalité. Parce qu'on peut voir aussi les choses comme un sprint. Or, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Et une entreprise, ça se crée sur la pérennité et pas sur de la rapidité. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est un peu comme les vraies marques de luxe. En fait, elles ont des centaines d'années. Et c'est leur pérennité, et c'est leur histoire, et c'est les phases qu'elles vivent qui va faire qu'elles ont cet impact-là, elles ont cette qualité-là, elles ont ce sens-là. Les marques qui se lancent et qui explosent d'un coup, certaines arrivent à passer la pérennité, mais pas toutes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est et moi j'ai eu cet écueil-là, c'est de reprendre finalement les mêmes clés d'entreprise, d'exigence, de performance, d'excellence, et de se les appliquer avec encore plus de pression à soi-même parce qu'on est tout seul. Donc on n'a plus de boss pour nous dire d'eux, mais moi je sais que ces valeurs-là sont des valeurs intrinsèques à moi, et je peux vouloir plus et basculer dans une performance qui me déconnecte finalement de mon sens. Et c'est là où il y a le plus de risque de burn-out pour moi, parce que quand ça fonctionne, on peut vouloir aller encore plus. Donc il y a le côté physique, énergétique, est-ce que je sais tenir ça? Mais il y a aussi en fait, pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais finalement pour faire plus de chiffre d'affaires? Ou je le fais parce que, en fait, la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est de faire de la croissance, après croissance, après croissance. Et là, finalement, on peut perdre le sens de pourquoi on fait ça, de pourquoi on a changé, et de se dire, finalement, je m'auto-coince toute seule dans cette performance qui brûle, alors que finalement, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante, mais dans une performance de cœur, tu vois, à cœur ouvert, quand peut-être je fais moins, mais c'est beaucoup plus ajusté pour moi et pour ma vie et même pour les clients que je sers. Là, tu as un exemple de cette performance. Comment ça s'est manifesté? Qu'est-ce que tu faisais tu t'es dit, non mais... En fait, c'est vraiment donc... là, depuis presque 2 ans, maintenant je fais des processus de transformation ou sur 4 mois ou sur 10 mois. Je prends des groupes notamment de femmes, et maintenant c'est ouvert aux hommes aussi, où on va aller passer par tout un processus qui est à la fois de coaching, à la fois avec mes outils énergétiques. On va travailler en fait tout ce qui est mental, émotionnel, corporel et énergétique, pour les amener à de la transformation et à devenir maître de leur monde intérieur. Ce processus est vraiment ma méthode. En fait, j'ai des résultats qui sont extraordinaires. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, mais en fait, au lieu de faire 2 cohortes par an, ce qui est écologiquement OK pour moi, je me suis dit, en fait, je vais vouloir faire plus. Donc, en fait, je vais rajouter, je vais en faire tous les 2 mois, je vais lancer une cohorte. Et en fait, c'est dans cet exemple-là où, parce que j'ai voulu toucher plus de monde, aider plus de monde, et que je me suis dit, mais c'est génial, parce que là, ce que je suis en train de créer, c'est vraiment pépite. Et donc, en fait, je veux l'ouvrir encore plus, parce que j'ai aussi tout cet apprentissage d'entreprise, de résilience, en fait, je suis une énorme bosseuse, et je sais, tu vois, et quand il y a un objectif qui est clair et qui m'anime, en fait, je l'atteins. Mais à quel prix? Tu vois, et en fait, je me suis un peu oubliée là-dedans. En fait, je pense que c'est ça, peut-être le plus gros enjeu, c'est de ne pas s'oublier, de ne pas oublier l'être humain qu'on est quand on est entrepreneur. Parce qu'on est à la fois, et c'est ne pas s'identifier à son entreprise aussi, c'est qu'on est à la fois l'entrepreneur, le chef d'entreprise,
et on est à la fois le collaborateur. Et tu vois, c'est cette double... parce qu'en fait, quelque part, je me faisais une expérience collaborateur horrible. Tu vois, T'aurais pas voulu être ton propre collaborateur. Non, et puis pour les coups, les gens qui bossent avec moi, je leur impose pas du tout ça. Mais c'est vraiment ça. C'est se dire, en fait, c'est vraiment, je suis mon propre collaborateur et comment je me traite moi-même et comment je prends soin de moi dans ce voyage-là. Du coup, quel conseil, toi, tu donnerais aux personnes qui se posent des questions? Alors, un peu une petite synthèse finalement, parce que tu as été très généreuse, tu as dit beaucoup de choses, mais les premières choses est-ce que sur la reconversion ou simplement, parce que ça peut être une reconversion aussi, c'est pas nécessairement, ou changement de statut. C'est quoi le conseil pour toi que tu aurais aimé recevoir? De travailler sur soi pour devenir encore plus leader de sa vie, pour sortir finalement, en fait, ce qui... Alors, je l'ai fait petit à petit, hein, et je continue à le faire. Mais en fait, plus on va travailler sur soi, plus on va se connaître, plus on va savoir oser, plus on va savoir transcender nos propres limites, sortir de nos schémas souffrants, de nos conditionnements qui nous empêchent d'accéder au palier supérieur, et d'oser. En fait, c'est parce que plus on va travailler sur son niveau de stress, sur son émotionnel, sur nos conditionnements, nos croyances, nos valeurs. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui fait que ça, je le fais, mais je le fais parce que, en fait, dans mon éducation, on m'a dit que c'était ça la réussite. Et que on doit passer par là pour réussir. Et comme j'ai envie de réussir, mais en fait, je crois que c'est le seul chemin. Donc, déconstruire tout ça, donc ce travail sur soi va nous permettre de déconstruire tout ça et de dire, OK, maintenant, je sais vraiment qui je suis. Et donc, je connais ma raison d'être. Et donc, je peux être sur le bon chemin. Et ça, c'est presque à faire quand on est en entreprise. Parce que ça fait gagner un temps fou. Et ça sécurise l'éventuel départ, parce que c'est pas nécessairement un départ, et tu l'évoquais en filigrane. Effectivement, moi, je suis chez Xelia, du coup, depuis 14 ans, et j'ai changé 4 ou 5 fois de métier, donc j'ai plutôt fait de la reconversion professionnelle, mais évidemment, je suis coach, donc je me suis aussi fait accompagner parce que je sais ce que ça apporte, et j'ai pris la décision de rester, mais parce que j'ai aussi, comme toi, été capable d'oser dire, là, actuellement, peut-être que ça ne me convient plus, ou pas comme ça, ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour servir l'entreprise, mais d'une autre manière, et donc effectivement à la fois se faire accompagner et oser. Je pense que c'est important que les collaborateurs osent avant de quitter, avant de prendre la décision de partir, qui est quand même une décision très engageante, et qui est quand même relativement risquée, qui te réussit et je m'en réjouis, mais qui est quand même relativement risquée. Avant ça, je pense que les entreprises sont de plus en plus ouvertes au dialogue malgré tout, parce qu'elles savent qu'à la fin, si ça ne fonctionne pas, le collaborateur va partir, mais il y a quand même des collaborateurs de talent pour qui il y a des ajustements tout à fait possibles, des changements de métier, des changements de pays, enfin, des expériences qui font que le collaborateur va retrouver un nouveau souffle, et je fais partie de ces collaborateurs, et je pense que c'est vraiment important que les gens osent. Oui. Et tu vois, moi, si t'es à refaire, je referais pareil, parce que à l'âge que j'avais, j'étais pas en mesure de faire différemment. Mais quand à 32 ans, sur un coup de tête, je me dis OK, et je réponds oui à une entreprise qui vient me chasser, parce que je suis un peu vexée, tu vois, d'une augmentation qui n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, parce que c'était vraiment un coup de tête. Et en même temps, je me connaissais pas assez. Je pense que j'étais pas suffisamment mature et dans mon relationnel aux autres pour pouvoir l'exprimer, mais pas de façon défensive, mais juste en construction. Tu vois, et je pense que le travail sur soi peut te permettre de ça aussi. Et je pense que si j'étais allée voir en disant, en fait, là, honnêtement, je suis en train de faire ça. Et en plus, ils ont cherché à me garder, mais tu vois, j'étais un peu butée avec mon ego qui disait, non, c'est bon, je pars, ça sera mieux ailleurs. Et j'avais besoin de cette expérience-là, donc aujourd'hui, je la regrette pas du tout. Mais je pense que j'aurais pu faire les choses différemment, comme j'ai fait les choses très différemment quand je suis partie de chez Alechis, où je suis partie en très bonne... en discutant, en exposant mon point de vue. Et j'ai dit que je partais en début mars et je suis partie fin juillet, tu vois. Et ça s'est hyper bien passé. Donc c'est plus la maturité et donc le travail sur soi qui va faire qu'on va oser. C'est oser, mais oser et apprendre à le faire de la bonne façon aussi.
En construction, En co-construction. En co-construction, exactement. Ouais, en gros, c'est le faire avec l'entreprise et pas contre l'entreprise. Joli mot de la fin. On arrive à la fin tout doucement. Qui aimerais-tu entendre dans un futur épisode de Résonance ? Écoute, je pense à Pierre Para, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé chez L'Oréal, dans ma toute première entreprise, et avec qui j'ai adoré travailler. On avait vraiment ces valeurs communes et qui a une valeur humaine très très forte, et qui est parti faire beaucoup d'expatriation. Donc il a fait, je crois, 10 ans à l'étranger, et qui est revenu en France. Et je pense que sa vision de l'expérience collaborateur à l'étranger, en France, est hyper intéressante. Voilà, on a eu des grosses discussions ensemble, et je me dis que ça peut être intéressant pour le podcast. Ok, merci beaucoup, merci d'être venue. Avec merci joie. Pour ton enthousiasme. Merci, et Sarah. ton élan d'être venue. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, et puis au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode de Résonance. À bientôt.